À tous ceux qui ne comprennent pas qu'on leur parle de Noël en novembre, on vous conseille de vous boucher les oreilles. Musique. Par contre, à vous qui aimez bien que Noël commence en novembre, on vous comprend, parce qu'entre nous, il sert à rien ce mois, non? C'est pour ça que les chocolats de Noël Kinder sont déjà chez Intermarché, et le deuxième est à moins 50%, et c'est aussi en drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 13 novembre, sur le moins cher des deux, hors rayon confiserie, tablettes de chocolat, glace, biscuits et produits frais. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. On accueille Fred maintenant au 39-21. Bonsoir Fred. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Fred et quel âge avez-vous? Alors j'appelle de Montréal et j'ai 46 ans. D'accord, vous êtes à Montréal. Quelle heure est-il à Montréal? Alors là, il est 19h28. 19h28, d'accord. De quoi voulez-vous nous parler Fred? Alors en fait, je voulais apporter un témoignage suite à une grosse déception que j'ai eue vis-à-vis de la justice française. Oui. C'est-à-dire en fait, je suis divorcé de la mère de mes enfants depuis 2007. Enfin, Oui. on est séparés depuis 2006, divorcé depuis 2007. C'était un divorce à l'amiable et en fait tout a basculé le jour où mon fils a révélé c'est des viols, hein, ça s'appelle des viols. Où là ça a été le début de l'enfer. Enfin, c'était le 20 octobre 2007. Là c'était vraiment le début de la descente aux enfers. Mais vous évoquez des viols commis par votre ex-épouse? Ah non, non, par son frère. Ah, d'accord, ok. Par son Voilà. frère, d'accord, son oncle, Oui. donc l'oncle du petit. Voilà. Oui, j'ai du mal à matérialiser un lien de parenté avec mon fils. Oui, Mais je comprends, je comprends. Voilà. Comment est-ce que vous apprenez, dans quelles circonstances vous apprenez que votre fils donc a été abusé par cet homme? Alors, c'était un week-end. En fait, j'avais mes enfants toutes les fins de semaine, enfin tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, parce que mon ex-épouse voulait se reposer les week-ends et les vacances aussi. Donc, plus elle pouvait se débarrasser des enfants, plus elle me les donnait. Oui. Combien d'enfants Et aviez-vous? deux. 2, d'accord. Quel De âge? ma fille, enfin sa sœur, la sœur de ma fille a été complètement témoin là. Alors mon fils actuellement a 20 ans et ma fille, elle va en avoir 18 ans. D'accord. Et tout cela remonte à quelle époque en fait? Votre fils a été 2007. 2007. Voilà, ouais, il nous a appris ça exactement le 20 octobre 2007. Donc il avait C'est 5 une ans. date oui, ça s'est passé quand il avait entre 4 et 5 ans, c'était récurrent. Euh, Il vous avoue ça donc, dans quelles circonstances donc Fred? Eh bien, en fait, à l'époque, en octobre 2007, je passais beaucoup de temps, j'habitais à côté de chez mes parents et je passais beaucoup de temps donc chez mes parents. Oui. Et on était à table avec ma mère, mon père était sorti et bon, on lui demande qu'est-ce qu'il a fait de sa semaine, comment ça se passe. Parce qu'en fait, euh, le frère de mon ex-femme, à la base, habitait à La Réunion et il est venu à la métropole, soi-disant pour faire une formation, mais en fait, c'était plus pour faire du tourisme. Enfin, le rapport psychologique là, du psychologue, de l'expert psychologue est catastrophique. Voilà, donc on lui demandait comment ça se passait, parce que ça n'avait pas l'air de trop bien aller. Et puis, on pensait que c'était plutôt le manque d'espace, parce qu'il vivait à 4 dans un petit 2 pièces. Et bon, on pensait plutôt que c'était le tonton qui squattait la chambre, et puis que les enfants n'avaient plus trop leur espace. Et en fait, brutalement, il nous a dit bah non, j'aime pas alors je vais pas dire son prénom, j'aime pas tonton S, Oui. parce que j'aime pas quand il veut qu'on joue au zizi. Je fais, ah bon, mais c'est quoi? Enfin, j'étais incrédule au début, je voulais pas y croire, hein. Oui. Ouais, vous C'est m'étonnez. ma mère c'est ma mère qui a investigué, qui a parlé, mais elle lui demandait ce qu'il voulait dire quand il parlait du zizi, donc il voulait pas trop parler. Oui. Il voulait pas trop parler et puis sa sœur qui commençait à parler en fait elle était témoin de tout ça, donc elle a un petit peu raconté. Et au début je savais pas ce qu'il fallait faire, j'étais un peu perdu, donc première chose que j'ai faite, j'ai appelé le médecin de famille.
pour savoir ce que je devais faire, parce que je me disais, bon, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être autre chose. Je voulais pas non plus déclencher quelque chose d'infernal, là, si la personne était innocente. Et le médecin m'a expliqué qu'il fallait que j'aille immédiatement à la police. D'accord. Voilà, donc mon fils a été entendu, enfin mes enfants, les deux enfants ont été entendus par des policiers très compétents, une policière, et je suis désolé, Brigade il y a des un mineurs. peu d'émotion. Oui, c'est la brigade des mineurs. D'accord, donc vous Oui. faites appel instantanément à la brigade des mineurs. Alors non, j'ai d'abord été au commissariat de là où j'habitais. Oui. Et il y avait une dame qui était spécialiste pour interroger les enfants, qui nous a réorientés vers la brigade des mineurs. Alors je ne sais plus si c'était Nanterre ou je crois que c'est Nanterre. À l'époque, c'était un commissariat des Hauts-de-Seine et c'était Nanterre. D'accord. C'est le plus Voilà. gros commissariat du coin, hein, donc normalement il y a des chances que c'est là que vous soyez allé. Oui, c'était Nanterre. Vous n'allez pas nous parler que de ça, hein. Je le souligne dès maintenant, parce que nous allons être un moment ensemble, parce que votre histoire, qui est celle aussi de votre enfant, va déboucher sur autre chose quand vous allez déclencher, vous, ce qu'un père responsable déclencherait dans ce type de cas. Donc, vous allez voir la police. Est-ce que vous en informez votre ex-femme tout de suite ? Oui, j'ai essayé de l'en informer tout de suite. Le problème, à l'époque, elle travaillait, elle avait retrouvé un travail, elle n'était pas là le samedi, elle travaillait le samedi, elle n'était pas disponible. Oui. Donc, je vais quand même laisser un message. Et donc, elle l'a eu, et puis après, j'ai pas pu lui répondre, parce que j'ai été interrogé moi-même par la police aussi. Mais elle en a été informée, oui, tout de suite. Et honnêtement, comme son frère était très particulier, je pensais qu'elle aurait au moins cherché à comprendre, mais il n'y avait vraiment eu aucun moyen pour qu'elle comprenne. Qu'entendez-vous par son frère était un peu particulier ? Eh ben, il avait, c'était, je crois que c'était même pas caché, puisque c'était rapporté dans les rapports d'expertise. Il a un rapport à la sexualité très particulier. Ce qui a été utilisé par les experts, c'est une pauvreté des affects, immature sexuellement. Oui. Et ils en ont conclu en fait que textuellement les faits reprochés n'étaient pas son profil n'était pas incompatible avec les faits reprochés. Comment ça ? Son profil n'était pas compatible ? Incompatible. Non, incompatible. Non, ce pas... n'était pas incompatible. Ça veut dire qu'il était compatible, quoi. Que c'était pas que les experts pensaient il avait le profil du pédophile. D'accord, je comprends. Lui, est-ce qu'il est interpellé à un moment ? Oui, il a été interpellé, il a été mis en garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire. Moi, j'ai jamais été entendu il y a eu un juge d'instruction qui a été nommé, mais j'ai jamais rencontré cette juge, j'ai jamais été interrogé ni rien du tout. Oui. Et pour la police, en fait, ce qui a été dit à mon avocate, c'est que le dossier était carré. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que l'avocate de mon ex-épouse était persuadée qu'il avait aussi commis les faits. Et donc c'est vrai que j'y avais pas pensé. De toute façon, j'ai pas voulu écouter les auditions, j'ai rien voulu écouter de tout ça là. C'était trop difficile. J'avais vraiment pas le cœur à ça. Et c'est parce qu'il décrivait des sensations, il décrivait des sensations tactiles en fait. Mmh. Donc c'était pas compatible avec que du visionnement. Voilà. Et puis j'ai appris par la suite, sans en avoir jamais été informé, que l'école savait des trucs, puisqu'il avait essayé de toucher en fait ses petits camarades. Ils en ont informé la maman, mais pas moi. D'accord. Voilà, donc l'école pensait qu'ils visionnaient des scènes X. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils les avaient vécues, mais il y avait des doutes du côté de l'école et personne n'a été alerté par la maman en fait. Vous n'avez pas été alerté ? Non, pas du tout. C'est quand même assez incroyable. Oui, alors j'ai demandé un témoignage de ce qui s'était passé. La directrice de l'école a fait un témoignage. Elle a expliqué qu'elle avait alerté les deux parents, ce qui est totalement faux. Elle m'avait alerté sur le fait qu'ils étaient placés à la garde d'une femme qui était complètement incompétente et maltraitante. Oui.
Là, j'ai voulu parler avec mon ex-femme pour trouver un compromis justement. Mais ce qu'elle avait le plus peur, elle, c'était de perdre les allocations. Parce que la première réaction, j'ai proposé d'amener notre fille, nos enfants à la crèche et à l'école le matin et de venir les redéposer chez elle le soir. Oui. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est oui, mais dans ces conditions-là, tu vas demander aussi les allocations. Donc voilà, j'ai été assez interpellé et ma grosse erreur, c'est de pas avoir été plus ferme en fait. Parce que votre histoire va évoluer vers des accusations vous concernant ensuite. Oui, exactement. Parce Donc elle que s'est jurée. avant que vous me racontiez ça, euh, sa réaction à elle lorsque vous accusez son frère, quelle a été sa relation? Elle était dans le déni? Elle était dans le déni complet et bon, ce qu'elle disait, d'ailleurs, elle l'a dit aussi aux enfants, elle aurait vécu la même chose de la part de deux de ses oncles. D'accord. Donc Donc elle est dans le déni, mais elle n'était pas voilà, je suis étrangère à pas ce sûr. type de choses. Non, elle n'était pas du tout étrangère à ce type de choses et je suis pas sûr qu'elle était dans le déni parce que c'est récemment qu'elle. Alors elle est partie vivre un an à La Réunion là chez sa mère, donc elle a côtoyé régulièrement son frère. Oui. Et en rentrant, donc elle est rentrée en 2020, elle a pas mal insisté auprès de mon fils pour savoir si ce qu'il avait vécu était vrai ou pas. D'accord. Et le petit a confirmé? Pour lui, c'est un peu. Alors bizarrement, c'est ma fille qui se souvient de plus de choses que lui. Parce que votre fille Peut-être parce qu'il. était témoin de tout ça? Ouais, elle était témoin. D'accord. Elle Alors, était témoin et apparemment, elle racontait de temps en temps, il y avait des choses qui lui échappaient, elle posait des questions et je pense qu'il avait essayé d'aller beaucoup plus loin que ce dont il a été accusé, mais qu'il n'a pas réussi. d'accord. Donc, votre femme va porter des accusations à votre rencontre. Oui. D'abord, lesquelles et à partir de quand et pourquoi? Alors, ça a commencé en fait dès le début de la séparation. La première fois, les premières accusations qu'elle a portées, c'est parce que quand je suis parti de la maison, j'ai déposé une main courante pour laisser mon adresse. Donc, pour se venger, elle a déposé une plainte et qu'elle a retirée. Mais une plainte Voilà. pourquoi? Et, il paraît que je l'aurais menacé d'un couteau, qui était complètement faux en fait. Et elle m'a expliqué qu'après, c'était parce qu'elle souhaitait se venger de la main courante que j'ai déposée là pour expliquer, pour donner mon adresse, ma nouvelle adresse, et puis pour expliquer pourquoi je quittais le domicile, c'est ce qu'on m'a demandé de déclarer dans la main courante. D'accord, c'est la police qui vous a demandé de déclarer. Ouais. D'accord. Voilà. Vous faisiez une main Et courante pour signaler que vous quittiez le domicile conjugal. exactement. Exactement, parce que pour donner mon adresse, parce que je voulais pas être accusé d'abandon de foyer. D'accord. Elle vous a accusé donc de violence. Pourquoi Ouais. C'était quoi le but de cette histoire, en fait, de ces Eh accusations? ce qu'elle voulait, la première fois, c'était avant l'histoire de pédophilie, la première fois. C'était pour se venger d'une main courante que j'aurais déposée, parce qu'elle était persuadée que la main courante c'était contre elle, alors que c'était plus pour me protéger. Il n'y avait Oui. rien contre elle. Et puis, par la suite, une fois qu'il y a eu l'affaire de pédophilie qui a éclaté, là, par contre, c'était plainte sur plainte. Là, j'étais convoqué tous les 4 matins au commissariat. Ça a été un enfer. Elle a présenté des jugements obsolètes. Et au point qu'il y a un policier qui m'a expliqué qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un au commissariat de là où elle habitait qui lui portait une oreille attentive. Oui, et qui l'a conseillé. Oui, qui l'a conseillé, qui portait une oreille attentive, parce que j'ai été convoqué, mais il ne savait même pas pourquoi il me convoquait. Et c'était sur la base d'un faux jugement de garde. En fait, elle m'accusait d'enlèvement d'enfants et en fait, elle avait présenté un jugement qui était obsolète. Mmh. Alors, vous m'avez écrit que suite à une des émissions, un numéro dans les yeux d'Olivier que vous avez vu sur YouTube, votre attention avait été attirée par les nombreuses femmes battues qui témoignent et qui s'étonnent de ne pas être écoutées comme au Canada ou dans d'autres pays. Développez-moi ça, Eric. Fred, pardon, excusez-moi, je vous appelle Eric.
Alors, en fait, j'ai été accusé plein d'autres fois par la suite, dont une fois, parce qu'en fait, ma mère avait ramené les enfants, elle a essayé de ramener mon ex-femme à la raison, elle a essayé de lui parler, et la voyant pas revenir, j'avais une embolie pulmonaire, donc j'avais la jambe encore immobilisée, je pouvais pas bouger. Donc, au bout d'une demi-heure, je me suis inquiété et j'ai vu qu'elle s'apprêtait à frapper ma mère, donc je suis intervenu pour les séparer, et elle m'a accusé de violence. D'accord. Et là, la première fois, donc elle a trouvé une avocate qui était proche des milieux féministes, comme la première, mais la première était vraiment honnête et super intègre. La deuxième, c'était une ordure, hein, on peut le dire clairement. Oui. Vous savez, on a eu un témoignage hier soir à la fin de l'émission de Stéphane, d'ailleurs que l'on salue s'il nous écoute, qui est un papa qui est privé de ses droits parentaux depuis 6 ans parce que accusé, pareil, de violence et aucune enquête, aucun approfondissement. Je me parlais d'une enquête sur lui un peu plus approfondie. À savoir qui il était, s'il avait eu des problèmes de violence avant, rien du tout, en fait. Il a tout de suite été pris dans le collimateur par un procureur et suite à des accusations de sa femme qui s'était rapprochée d'une association très connue d'ailleurs, féministe. Et puis d'un seul coup, de nombreuses femmes aujourd'hui frappent à la porte de ce type d'association féministe qui ne veulent pas entendre parler des hommes. Hein. L'homme est un ennemi à la base. Il est à abattre. Et donc, la machine se déclenche parce que beaucoup de femmes aujourd'hui ont compris aussi que ce type d'accusation déclenchait d'un seul coup, comme avec les enfants, une protection automatique. Vous voyez, et on comprend la justice qui, dans un souci de vouloir protéger les enfants ou les femmes, prennent tout un tas de mesures sans finalement peser le pour et le contre, quoi. Oui, exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, comme elle a un peu insisté sur la plainte, il y a une médiation pénale. La juge, la magistrate qui m'a reçu, en fait, elle a vu ce qui se passait. En fait, elle a été clairvoyante. Elle a bloqué le dossier parce que habituellement, ce qui se passe, c'est qu'ils empêchent les gens quand il y a. Je pense que c'est une sorte de statistique. Là, ils ont peut-être des statistiques à faire valoir. Enfin, c'est un peu du trucage de chiffres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, on n'a pas le temps de se défendre. Et là, elle a vu ce qui se passait, elle a bloqué mon dossier et elle m'a demandé d'apporter toutes les preuves de ces mensonges et tout ce que j'ai pu vivre en fait depuis cette histoire de pédophilie. Elle m'a pris à part en fait. Hein. Elle a attendu que mon ex-femme parte pour m'avertir de ce qui allait se passer là, que j'allais en baver pendant de nombreuses années et qu'elle allait faire le nécessaire. Qu'elle avait fait le nécessaire. Ouais, j'ai fait le nécessaire et en fait, je pense que ça dépend aussi vraiment du procureur sur lequel on tombe parce que la première fois en fait, le tribunal s'est déclaré incompétent. Elle a réinsisté pour porter plainte. La deuxième fois, j'ai eu de la chance, mon avocat était en vacances parce que la substitut du procureur avait l'air vraiment super désagréable. Et la troisième fois, j'ai eu une énorme chance. C'était un magistrat, un procureur qui était proche de la retraite, qui avait été témoin de centaines d'erreurs judiciaires. Ce sont ses propres termes. Hein. C'est pas là, je répète exactement ce qui est dit, et qui a expliqué qu'elle mentait visiblement parce qu'elle voulait m'accuser de tentative de meurtre quand même. Donc il a mis en avant toutes les contradictions et il a demandé à ce que je sois relaxé et il a expliqué qu'il faudrait qu'il y ait des poursuites qui soient engagées contre elle. Pour fausse accusation, en fait. Oui, pour dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse. Vous êtes tombé vraiment sur une juge qui était très alerte. Vous avez eu de la chance, hein. Oui, là, c'était un substitut du procureur qui était très alerte et qui était proche de la retraite aussi. Donc, peut-être qu'il n'avait plus rien, il avait plus besoin de plaire à personne. Donc là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Mais ce qui m'a sauvé quand même, c'est l'avocate, la première avocate de mon ex-femme qui était vraiment très humaine, très honnête. Oui. Et qui, malheureusement, s'est déchargée de ce dossier parce qu'elle était mal à l'aise par la ligne de conduite de mon ex-femme. Dites donc, vous avez eu à croiser quand même des gens très consciencieux, hein, je dirais, dans le vrai sens du terme. Oui, cette avocate a été le déclencheur. Hein.
Je pense que si elle avait eu une avocate plus agressive, je ne sais pas si ça se serait passé pareil. C'est un Mhm, peu l'effet mhm, papillon, mhm. là. Mais j'ai eu beaucoup de chance qu'elle soit tombée sur une avocate intègre et honnête. Quelles conséquences ça a eu après, quand elle a pris une autre avocate que vous avez qualifiée comme vous l'avez qualifiée tout à l'heure, et avec cette association féministe, quelles conséquences ça a eu sur votre vie et surtout sur Ah, votre vie de ça a été, père? Parce que, ça a été un enfer. Ça a été procès sur procès parce qu'elle elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle. Ça a été convocation sur convocation, procès sur procès. Elle a vu que ça fonctionnait bien pour les accusations, parce que finalement, j'ai été condamné à ce qu'ils appellent une peine d'apaisement, en fait. C'était 100 euros d'amende avec sursis. ce qui n'est pas Voilà, grand-chose, sans mais plus. bon. Hmm. Oui, c'était en fait pour dire bon, c'est bon, on va désencombrer les tribunaux, là, on va lui donner satisfaction, et puis on va mettre une peine qui aura aucune conséquence pour moi, quoi. D'accord. Et voilà, donc elle a tenté. Ce qu'elle voulait, c'est la garde des enfants, parce que avec 3 enfants, ça donnait beaucoup plus d'allocations qu'avec que sans enfants, ou avec 2 enfants, parce qu'elle a refait sa vie depuis, hein. Et donc, bon, elle a essayé avec cette avocate là de récupérer la garde des enfants. Il y a des juges qui ont vu le jeu, mais ce que je regrette, c'est que ça a été dénoncé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des retraits du rôle, c'est-à-dire comme s'il n'y avait eu aucune action qui avait été mise en mesure, enfin, qui avait été appliquée, aucune action judiciaire. Et ce que je regrette, c'est que ben, moi, l'avocat, je le payais, donc si l'action était jugée abusive, ben, j'aurais bien aimé qu'elle soit condamnée au moins à contribuer à mes frais d'avocat, là, parce qu'elle payait déjà pas beaucoup de pension. J'ai accepté qu'elle paye pas beaucoup. Euh, puis comme j'étais allergique aux tribunaux, c'est vrai que j'ai pas déposé non plus beaucoup de plaintes, surtout que j'ai eu des très mauvaises expériences d'avocat. Et malheureusement, elle a jamais été condamnée, jamais été poursuivie, et même donc elle a fini par réussir à récupérer la garde d'un des 2 enfants, mon fils. En fait, elle l'avait proposé pendant 3 ans, bah, je ne savais pas. C'est ma fille qui m'en a informé. En fait, elle avait promis un scooter à mon fils pour me faire l'enfer, un ordinateur à ma fille. Ouais. Et vos Voilà, enfants donc sont tombés dans le panneau. non, pas ma fille. D'accord. Ma fille, elle a dénoncé ça, elle trouvait ça injuste. Elle a fini par me le dire. Et effectivement, ça a été rapporté. Elle l'a rapporté aussi à la juge en 2016, qui l'a constaté. Elle l'a consigné. En fait, elle a expliqué que la maman et le beau-papa aussi essayaient vraiment de monter les enfants contre moi. Enfin, et ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait des rapports de services sociaux qui étaient catastrophiques contre elle aussi. Mais malheureusement, malgré tout, les services sociaux, au lieu de prendre des mesures, des sanctions là pour arrêter le massacre, bah en fait, leur passivité encourageait plutôt là à continuer à s'en prendre à moi, et même physiquement parfois. Elle incitait mon fils à s'en prendre à moi physiquement. Ça a compliqué donc vos relations avec votre fils. Oui, complètement, pour cette histoire de scooter, parce qu'il nous Ouais. mettait en concurrence. Ben, il me l'a dit, il m'a dit, bah tiens, maman, elle va m'acheter un scooter, je vais aller chez maman. Alors que bon, moi, je ne pouvais pas acheter le scooter d'abord. Et puis je voulais pas en plus. Je voulais pas parce qu'il n'était pas assez mûr. Et puis bon, moi, j'investissais beaucoup dans sa scolarité. En fait, je l'avais Ouais. inscrit dans un collège privé. Il remontait le cap parce qu'il était en échec scolaire en cinquième. Mhm. Je l'ai inscrit dans un collège SECPA là, que Florian avait l'air de connaître, hein, quand je l'ai eu au téléphone hier, et qui est très réputé. Donc il y avait 2 ans d'attente là pour y rentrer. J'ai réussi à le faire rentrer grâce au proviseur du collège où il était. Mhm. Il a dit il est très influençable. Il lui faut surtout pas d'établissement classé ZEP, parce que il va se faire influencer, il va mal tourner. Donc il m'a organisé tout de suite un rendez-vous avec le responsable de la section de ce collège, et j'ai réussi à le faire entrer. Voilà, sa maman s'y opposait. Elle voulait qu'il aille justement dans le collège public, mais c'est uniquement pour s'opposer pourtant, je lui demandais rien, je lui demandais même pas de contribuer ni rien, mais c'était uniquement pour s'opposer à ce que je faisais pour mon fils. Et elle a réussi à le dégoûter d'ailleurs. Il a fini par retomber en échec scolaire.
et par se retrouver dans une section qu'il a abandonnée. Et quand elle a réussi à récupérer sa garde en 2016, il était placé parce qu'il me tapait dessus. Euh, donc comme mon fils me tapait dessus, il a été placé en famille d'accueil. Mon Dieu, Euh, mais quel gâchis, quel gâchis. et il est tombé dans la délinquance à ce moment-là. Et c'était des actes de délinquance contre moi, contre mon entourage. Le premier acte, c'était le vol des vélos dans la résidence où j'habitais. Donc tous les vélos ont été volés Oui. et il a été pris en flagrant délit en fait. Et donc, il a été condamné pour ça. Un rappel à la loi. D'accord. Comment il va aujourd'hui? Eh ben, il est complètement en échec scolaire. Il est désociabilisé, donc il travaille, mais il a accumulé amende sur amende parce que j'ai plus aucune autorité. Actuellement, en fait, il habite chez ma mère parce qu'à l'époque où j'ai décidé de partir au Canada, parce que j'en pouvais plus, et puis je voulais sauver mes enfants, et puis il y avait d'autres choses aussi auxquelles je voulais échapper, mais c'est pas, enfin rien d'illégal, mais c'était plutôt des mauvaises influences du côté de ma compagne de l'époque. Oui. Et lui a choisi d'aller habiter chez ses grands-parents. Donc à l'époque, mon père était encore en vie. Mhm. Et donc ça c'est jusqu'à ses 18 ans, ça se passait pas trop mal parce qu'il n'avait pas le choix, mais bon, c'était un peu difficile. Après ses 18 ans, c'était ingérable. Et surtout au niveau des fréquentations et puis des actes de délinquance, là, au point qu'en 2021, il a dérobé la carte bancaire de mon père qui était mourant à l'époque, donc qui est mort 2 mois plus tard, et il a volé presque 30 000 euros dessus. Oh là là, 30 000 euros. 30 000 euros, oui, il a acheté une voiturette, il s'est payé des vacances, et donc il y a quelques-uns de ses copains qui en ont bien profité et qui ont été défendus par les parents. Et c'est là où on voit que la société française est quand même très 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 divisée. C'est que moi pourtant j'ai travaillé pendant les vacances, j'ai travaillé pendant les week-ends, j'ai travaillé le soir pour financer mes études, mais malgré tout je suis vu par certaines personnes comme un petit bourgeois et que c'est bien fait pour notre gueule et puis que son fils, le fils le fils qui a abusé le copain de mon fils, donc la maman a dit que non, que c'était qu'on était des petits bourgeois, que c'était, enfin presque que c'était bien fait quoi. Ouais. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé, ces accusations finalement remarquées par la justice, par cette juge, euh, et, et- et l'absence de sanctions vis-à-vis de cette femme qui vous a calomnié, qui a été prise sur le fait, et Et oui, et puis qui n'a pas du tout été condamnée à quoi que ce soit? alors elle m'a aussi privé de mon fils parce que pendant 2 ans, j'ai pas vu mon fils pendant 2 ans. Elle a pas vu non plus notre fille pendant 2 ans parce qu'elle voulait plus y aller, elle se faisait harceler aussi. Et puis le jour où j'ai voulu m'intéresser à ce qu'il faisait, savoir ce qu'il faisait, donc j'ai appris qu'il faisait de l'horticulture, j'ai appris par hasard. Enfin, c'est pas bien difficile à deviner, il était dans le premier lycée professionnel qui était le plus proche de chez elle, en horticulture, et donc j'ai été au lycée, et heureusement mon fils n'était pas là. C'était un lundi, mon fils n'était pas là, donc elle a appris le mercredi que j'étais au lycée. Le mercredi après-midi, elle appelle les services sociaux, elle écrit au juge pour enfants pour dire que je l'avais agressé le mercredi matin, alors que j'étais au travail le mercredi matin. C'est le lundi que j'étais à 150 km. Donc, que j'ai été voir le lycée de mon fils, la proviseure du lycée de mon fils. Et malgré ça, en fait, j'ai jamais eu aucune trace écrite. J'ai dû tout justifier. Et ce que m'ont répondu les services sociaux, donc l'association dont j'ai parlé à Florian, qui apparemment est aussi bien connue, c'est elle aurait pu se tromper de tranche horaire. Donc, c'est-à-dire elle dénonce des choses qui se seraient pas l'après-midi, elle dénonce des choses qui se seraient passées le matin, mais elle aurait pu se tromper de 2 jours. Ah oui, Donc d'accord. voilà, c'était complètement ridicule. Mais Et ça n'a jamais elle n'a eu aucune sanction, on est d'accord. aucune sanction, zéro. Vous parliez du Canada. Euh, vous semblez bien renseigné. Au Canada, ce type de comportement est sanctionné quand on prend une femme ou un homme Oui. dans le cadre d'une bataille juridique concernant la justice familiale. Est-ce que c'est sanctionné au Canada? Alors les femmes sont quand même pas mal favorisées. Là, c'est assez connu. Par contre, s'il y a des fausses accusations de violence, oui, c'est lourdement sanctionné. Lourdement, d'accord. Oui, 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 il y a une vraie égalité qui s'est mise en place. Et c'est vrai que, par exemple, une maman peut pas s'opposer à.
à la garde alternée. Ça, c'est énorme. Sauf si elle a affaire à un conjoint violent. Enfin, c'est vraiment, il favorise d'abord l'arrangement entre les parents, donc il favorise l'entente amiable. Mais par contre, les dénonciations calomnieuses sont très sévèrement sanctionnées, oui. Oui, comme aux États-Unis, en fait, dans la loi américaine, où le mensonge est... on risque une peine de prison quand on ment dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et je peux vous dire que ça change la donne. Ça change complètement la donne. Ça change la donne. Et si on appliquait ça en France, croyez-moi, ça résoudrait... J'aurais beaucoup moins de témoignages comme le vôtre ce soir, et comme j'en ai beaucoup, des dizaines, voire des centaines par saison, parce qu'aujourd'hui, la justice, comme elle est faite en France, permet de mentir et de faire des dépositions comme ça, calomnieuses, sans risquer la moindre chose. Alors, c'est stipulé sur les dépositions, que si on ment, on risque, je ne sais plus combien de prison et une amende de temps, mais bon, rien n'est suivi dans les faits. Non, il n'y a strictement rien qui est suivi, et je dirais même, j'ai vraiment eu l'impression avec cette affaire de vivre dans une république bananière. Oui. Parce que je me suis aperçu que l'association qui avait été mandatée par la justice n'était pas du tout inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Donc zéro code finesse, qu'il y avait des lourds problèmes. Donc j'ai appris ça, la personne qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le proviseur adjoint, enfin le responsable de la section où était mon fils, qui est aussi conseiller départemental des Hauts-de-Seine. On n'a plus de temps, malheureusement, Fred. Oui. Qu'est-ce que vous faites au Canada aujourd'hui ? Vous travaillez là-bas ? Oui, je travaille là-bas. Vous vivez là-bas ? Oui, j'habite là-bas, je vis là-bas. Je suis sur le point d'être résident permanent, et je travaille dans les... Oui, c'est une vie, c'est différent, c'est l'hiver qui est un peu plus dur, mais bon. Ah, mais moi j'irai au Canada, je n'y suis jamais allé, mais j'irai, j'ai très envie d'y aller. Merci en tout cas pour votre... écoutez, avec grand plaisir, merci pour votre témoignage, en tout cas sur l'antenne d'Europe 1 ce soir, et puis on vous souhaite une bonne vie, Fred, au Canada. Hein ? Merci Olivier. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne à partir de demain soir, 23h, et ce pendant tout le week-end. Vous retrouverez l'excellent Yann Moix. Quant à moi, je vous souhaite par avance un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous le dis chaque semaine. Offrez-vous des petits cadeaux pour vous et uniquement pour vous. Pensez à vous, ayez conscience de vous avant toute chose. Et ça ne vous empêche pas de penser aux autres, mais il faut penser à soi aussi, un peu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas qu'ici on vous aime, et puis on se retrouve lundi. Salut. La musique en dit long sur une ville. Et qu'en est-il du pays ? Surtout lorsqu'il est aussi vaste que le Canada. Je m'appelle Karine Bliss, je suis journaliste musicale. Monte le son avec moi pour découvrir toute la richesse de la scène musicale canadienne. Calgary est une ville nichée sur les contreforts des Rocheuses canadiennes. Connue pour son énergie et son dynamisme, qu'en est-il de sa scène musicale ? Rendez-vous sur canada.wespotify.com pour t'imprégner de la musique à Calgary et découvre la scène musicale canadienne de la côte ouest à la côte est. Côte ouest à la côte est.